Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Douard, je suis chirurgien digestif à l'hôpital européen Georges Pompidou et je coordonne les activités chirurgicales au sein du service de chirurgie ambulatoire. Je vais évoquer avec vous la place de la chirurgie ambulatoire en chirurgie digestive avec les indications classiques, les voies d'extension et le développement que chaque unité va pouvoir avoir pour développer l'ambulatoire. Donc, en introduction, nous évoquerons les indications validées, savoir s'il y en a vraiment. Après, quelles sont les indications possibles? J'ai appelé ça indication élargie. Également la place de l'urgence, puisque classiquement l'ambulatoire est une chirurgie programmée, mais l'urgence peut y trouver sa place. Puis les développements futurs, et j'évoquerai un sujet qui m'est assez cher, qui est la dissociation entre l'hébergement et le soin, et notamment la possibilité dans le futur de créer des unités de court séjour. La chirurgie ambulatoire, revenons sur les fondamentaux, c'est une hospitalisation de moins de 12 heures, même si depuis plusieurs années, un décret permet aux structures ambulatoires d'être ouvertes plus de 12 heures. Il n'y a pas spécifiquement des règlements qui s'appliquent à la chirurgie ambulatoire, mais plutôt des recommandations. Un règlement intérieur propre à chaque unité qui fait que certaines règles intangibles ne le sont pas tant que ça, notamment la distance par rapport au domicile. Et il y a surtout des habitudes des structures et des équipes qui montrent que le développement de la chirurgie ambulatoire est vraiment la rencontre d'un acte, d'un patient au sein d'une structure et que deux unités de chirurgie ambulatoire dans deux environnements différents ne vont pas se développer de la même manière et qu'il ne faut certainement pas essayer de faire en sorte que ce développement soit le même partout, ça ne marchera pas. L'éligibilité du malade se fait donc au cas par cas selon ce triptyque, un acte, un patient, une structure. Les critères chirurgicaux, pour définir l'éligibilité des malades, nous allons reprendre les critères établis par la HAS, parce qu'ils vont finalement quand même guider nos indications. Un risque minime de complications graves nécessitant une surveillance médicale immédiate, des douleurs post-opératoires contrôlables, et cette notion de contrôlable est variable, c'est contrôlable par qui et pourquoi. Évidemment, si l'on se met des limites sur l'utilisation de certains antalgiques, comme c'est le cas dans certaines unités, eh bien forcément ce contrôlable sera plus ou moins élevé selon les moyens qu'on accepte de se donner pour des malades qui vont sortir. Le retour rapide de la prise alimentaire par la bouche est évident que si le malade ne mange pas ou n'est pas capable de tolérer l'alimentation, la chirurgie ambulatoire se transforme en hospitalisation à domicile et on n'est plus dans les mêmes caractéristiques. Les soins post-opératoires doivent être gérables par le patient et son entourage. Cette notion a pu être élargie, notamment pour l'orthopédie et la réalisation de gestes relativement lourds où des soins complexes ont pu être administrés à l'extérieur de l'hôpital, ce qui veut dire que là aussi, cette notion de gérable est variable. La possibilité de déambuler n'est pas vraiment un critère défini, mais la question se pose. La durée et la complexité ne sont non plus pas retenues. Il est évident que plus l'intervention va être longue et complexe, plus la probabilité que le malade puisse sortir va être affaiblie, mais ça n'est pas strictement proportionnel. Il n'y a donc pas de liste d'intervention en tant que telle. Mais il y a des recommandations des sociétés savantes, notamment pour la chirurgie viscérale, un papier publié dans le journal de chirurgie viscérale en 2011, où on va évoquer des interventions faisables et recommandées, des interventions faisables mais non recommandées. Les interventions recommandées, chirurgie de la hernie, les éventrations de petite taille, tout cela sous cœlioscopie ou par voie ouverte, bien sûr les cholécystectomies cœlioscopiques, avec un bémol toutefois, il s'agit clairement des cholécystectomies à froid, programmées, et celles dont on sait que le taux de conversion va être relativement faible, ce qui finalement réduit le champ d'application de la cholécystectomie cœlioscopique et désespère souvent les chirurgiens digestifs qui font de l'ambulatoire, parce que effectivement la cholécystite chronique est une intervention programmée, mais dont le taux de complication et de conversion est très élevé et n'est clairement pas une bonne indication. Donc le nom de l'opération en lui-même n'est pas forcément synonyme d'une excellente indication. La pose d'anneau gastrique peut tout à fait être réalisée, les hémorroïdes, les fistules anales, les sinus pilonidaux, enfin la chirurgie proctologique. Il y a également des interventions faisables mais non recommandées, le bypass pour la chirurgie bariatrique, les troubles de la statique pelvienne,
Les interventions sur les iléostomies, que ce soit leur création ou leur fermeture, sont généralement dans un contexte qui rend la chirurgie ambulatoire quasiment infaisable. Puis, les surrénalectomies, les splénectomies, la chirurgie thyroïdienne et parathyroïdienne, ce sont vraiment des interventions qui vont être réalisées par certains centres en ambulatoire et d'autres non, mais qui actuellement ne sont pas recommandées pour des raisons que l'on évoquera plus tard. Pour stimuler et favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire, les tutelles ont voulu créer des groupes homogènes de malades dits en J, c'est-à-dire où le tarif est le même en ambulatoire et en conventionnel. Ainsi, si le malade est en ambulatoire, le coût pour l'établissement va être moindre et il y a donc une aubaine tarifaire à faire ces interventions en ambulatoire. En chirurgie digestive, il n'y a que 6 groupes homogènes de malades en J que l'on voit sur le tableau que je vous présente sur cette diapositive. Il y en a 7 parce qu'il y en a un qui est pédiatrique, c'est le 06C10, intervention réparatrice pour un âge inférieur à 18 ans. Les autres, ce sont les hernies inguinales et crurales pour un âge supérieur à 17 ans, les interventions réparatrices pour également des hernies, le deuxième, puis le troisième, intervention sur le rectum et l'anus autre que les résections rectales, ce qui prend beaucoup de chirurgie proctologique, les hémorroïdectomies, et enfin certaines interventions pour des stomies. On voit donc déjà la différence entre ce que l'on a dit précédemment, où les interventions sur les stomies n'étaient pas considérées comme recommandées, mais faisables, et on voit qu'il y a une incitation tarifaire à les faire. Il y a également une liste de 55 actes marqueurs qui ont été publiés par le site de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, où l'on voit qu'en chirurgie digestive, c'est essentiellement la chirurgie anale, la chirurgie de paroi et les cholécystectomies qui sont ces actes marqueurs habituellement réalisables en ambulatoire. On voit donc qu'il y a une sorte de nébuleuse, qu'entre les incitations tarifaires, les interventions que l'on recommande, les actes marqueurs, chacun va devoir faire son chemin au sein de la chirurgie ambulatoire en chirurgie digestive. Et donc se repose la question finalement, que faut-il faire ? Alors, moi je vous parle d'une expérience qui est celle que j'ai vécue, que ce soit au moment où j'ai travaillé à l'Hôtel-Dieu, ou à Vicenne, ou à l'hôpital Pompidou. Il faut commencer par les indications classiques et fréquentes. La chirurgie de paroi, les vésicules simples. Je dis vésicules simples, encore une fois, la cholécystite chronique n'est pas une bonne indication, elle a un taux de conversion qui est à peu près comparable à celui des cholécystites aiguës et donc représente une très mauvaise indication. Puis il faut élargir au sein des indications recommandées. Le contrôle de la douleur pour la chirurgie proctologique est un petit peu plus complexe au début quand on n'en a pas l'habitude, et donc c'est une bonne voie d'extension puisque c'est recommandé, on sait que c'est faisable, mais il faut avoir une politique antidouleur, que ce soit sur le plan chirurgical ou sur le plan anesthésique, plus importante, et donc c'est une première voie d'extension. Puis après, il y a les autres indications, les urgences, avec essentiellement la chirurgie appendiculaire, certaines urgences proctologiques ou des abcès, qui posent un problème qui n'est à la fois médical, puisqu'il va falloir, pour une certaine part des malades, les renvoyer chez eux, pour d'autres, les insérer dans le programme froid le jour même. Ça, c'est le problème médical. Et donc, ce problème d'organisation qui est de les incorporer dans un programme froid, ce qui veut dire qu'il y a une maturité organisationnelle de la structure supérieure. La chirurgie bariatrique, on commencera évidemment par les anneaux, les ablations d'anneaux. Après, certains ont réalisé des sleeve gastrectomies en ambulatoire, on peut tout faire, mais effectivement, il faut en faire beaucoup et avoir, comme je le dirais tout à l'heure, un circuit de retour, un circuit de contrôle des malades qui fonctionne très bien. La chirurgie de la surrénale, de la même façon, il faut un débit et une maîtrise de cette chirurgie. Nous débutons à la HEGP cette chirurgie des surrénales, qui a déjà été faite en ambulatoire il y a longtemps, parce que notre équipe maîtrise bien cette chirurgie, mais si vous faites 2 surrénalectomies par an, il n'y a aucun intérêt à les faire en ambulatoire. Il en est de même pour la thyroïde, et là, nous sommes exactement en miroir, ne faisant pas beaucoup de chirurgie thyroïdienne, les quelques rares interventions faites ne seront pas réalisées en ambulatoire en raison d'un débit, d'une maîtrise probablement insuffisante. Quels sont les facteurs qui vont limiter l'élargissement des indications ? 4 points clés que nous avons identifiés: la douleur, l'autonomie digestive, le risque de complications et des soins gérables à l'extérieur. La douleur, elle dépend des moyens que l'on veut bien se donner. L'autonomie digestive,
elle est quand même très liée au type d'opération. Le risque de complication, il est lié à l'opération, mais aussi à l'expérience des équipes, ce qui fait que, eh bien, si on n'a pas la maîtrise totale d'une intervention, on va avoir un risque de complication plus élevé, et il ne faut pas se lancer dans une chirurgie ambulatoire. De même, pour les soins gérables à l'extérieur, si ces soins sont un peu complexes, il faut organiser ces soins à l'extérieur pour que le malade soit parfaitement pris en charge. Donc, il faut, en ambulatoire, faire des opérations fréquentes, bien maîtrisées, pour un taux de complication faible, des interventions rapides, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient forcément courtes, mais rapides par rapport au temps habituel pour cette intervention. Et plus il y a de risques, plus le circuit de retour doit être performant. C'est donc la maturité structurelle de l'unité et de l'hôpital en général qui vont être importants. Enfin, se pose la question, quel est l'intérêt de faire en ambulatoire une intervention rare et non recommandée ? C'est une prise de risque et en termes d'augmentation de votre taux d'ambulatoire, ça n'a aucun impact. C'est donc une prise de risque inutile. Il faut garder des taux d'échec bas, entre 5 et 10%. On entend par échec des admissions non programmées le soir de l'intervention ou des réadmissions non programmées. Ça doit rester l'exception. Les urgences sont un bon exemple d'intervention pouvant être un mode de développement de l'ambulatoire, mais c'est un défi organisationnel, parce que soit le malade, cette urgence est reçue le jour et intercalée dans le programme, ce qui veut dire qu'on a la possibilité de jouer avec les salles, d'avoir une politique de gestion de salle très souple, soit le malade est sélectionné la nuit et il faut qu'il rentre à domicile, ce qui est une source d'angoisse et nécessite un langage bien rodé. Si le malade reste, c'est une intervention faite en chirurgie conventionnelle au sein d'une unité de chirurgie ambulatoire, et ça coûte de l'argent, parce qu'on ne peut pas coter un acte en ambulatoire, ça n'a donc aucun intérêt. Il faut les intercaler à ce moment-là dans le programme du lendemain, ce qui peut être là encore un autre défi organisationnel. Outre ce problème organisationnel, le problème médical que j'évoquais tout à l'heure, le cas de l'appendicite. Et je cite le papier de l'équipe de Saint-Antoine, on ne peut pas faire toutes les appendicites en ambulatoire, comme toutes les vésicules ne peuvent pas être faites en ambulatoire. Il faut qu'il n'y ait pas de signe de perforation radiologique, donc il faut qu'il y ait un scanner, au minimum une écho, un diamètre inférieur à 10 mm, moins de 15 000 globules blancs, moins de 32 CRP, un index de masse corporelle inférieur à 28 pour avoir toutes les chances de faire cette chirurgie en ambulatoire. Il ne faut pas que le processus de sélection devienne tellement lourd que l'organisation même de 2 ou 3 appendicites par an en ambulatoire, ça devient quelque chose de complexe, alors que c'est là pour, au contraire, soulager les urgences, les blocs conventionnels et améliorer la qualité de la prise en charge. Donc il faut une sélection rigoureuse, mais il faut un certain débit. Si c'est un événement trimestriel, on ne peut pas considérer que ce soit un plus, ni pour les malades, ni pour l'unité. Alors je prends l'exemple des indications à l'HEGP, non pas du tout comme règle, mais comme illustration du développement d'une unité. Donc hors urgence, ce sont les hernies et les récidives de hernie. La récidive de hernie n'est pas une indication classique, mais globalement, dans la plupart des cas, elle peut être faite en ambulatoire. Les hernies unilatérales ou bilatérales sous céliaux, les hernies ombilicales et ombilicales céliaux, certaines éventrations par voie ouverte ou par céliaux, des cholécystectomies célioscopiques, de la chirurgie proctologique, des ablations d'anneaux. Nous ne faisons pas les poses d'anneaux en ambulatoire parce que nous considérons, bien qu'en ayant une grande expérience, qu'il faut expliquer et réexpliquer le mode d'alimentation et qu'une prise en charge en ambulatoire est un peu courte. Enfin, des surrénalectomies célieuses sont réalisées, mais là encore une fois, par un opérateur très entraîné et uniquement certaines indications. Pour ce qui est des urgences, des appendicites, des abcès et de la chirurgie proctologique, essentiellement des sinus pyélonideux. Donc ce que l'on ne fait pas, ce sont les thyroïdes, pour les raisons que j'ai évoquées. Nous en faisons très peu. Le risque hémorragique va être plus élevé parce que nous en faisons peu. Déjà que c'est assez controversé le fait d'en faire. Je ne vois aucune indication de faire nos 2 thyroïdes par an en ambulatoire. La pose d'anneaux, pour des raisons que j'ai évoquées. La cure de hernie hiatale, pour des raisons insuffisantes de débit, sont des interventions rares. Restent seulement des hernies par roulement, qui sont de volumineuses hernies qui n'ont pas leur place en ambulatoire. Des sleeves, c'est faisable, ça n'est pas recommandé, mais nous n'en faisons pas ou très très peu. Ça n'aurait donc aucun sens. Enfin, j'ai mis 3 petits points
pour évoquer qu'il y a des tas d'opérations qui ne seront jamais faites en ambulatoire, pour lesquelles il ne faut pas oublier que la chirurgie digestive peut être très lourde et ne se prête pas forcément à l'ambulatoire. Alors les voies de développement, il y a un grand mouvement à travers l'ambulatoire, les hôtels hospitaliers, les hospitalisations à domicile, les prestataires, de dissociation, hébergement, soins. Il est clair que les hospitalisations vont être différenciées, c'est-à-dire avoir d'un côté des unités d'ambulatoire, de l'autre côté la chirurgie conventionnelle, des soins lourds. Il est possible que les frontières bougent et que nous créions des unités de court séjour dans lesquelles les malades seront soit en réhabilitation précoce, soit en ambulatoire, soit destinés à sortir rapidement dans un hôtel hospitalier et être revus en consultation, soit rapidement en soins à domicile par un prestataire ou une hospitalisation à domicile. Ces unités pourraient être centrées autour du retour à domicile du malade, parce que ce sont des malades dont on sait que le séjour va être de 0, 1 ou 2 nuits. Ces unités existent déjà et pourraient être des voies de rencontre entre ces différents types de prise en charge, où la sortie se ferait en fonction de l'évolution. L'exemple, c'est la chirurgie colectomie gauche, sous cœlioscopie. Généralement, on a fait des cohortes de réhabilitation précoce et on a déjà été publié qu'un certain pourcentage relativement faible de ces malades pouvaient même sortir en ambulatoire. Ça n'est pas la médiane ni la moyenne de ces malades, mais c'est une possibilité assez rare. Dans des unités de court séjour, le malade peut sortir au moment où il est bien, où il est apte à le faire, et les frontières entre ces différents modes de prise en charge pourraient être amenées à s'estomper dans le futur. La chirurgie ambulatoire en chirurgie digestive est donc c'est une culture qui est propre à chaque service, avec un développement progressif à partir des indications fréquentes et recommandées, puis certaines urgences, puis certaines interventions fréquentes et maîtrisées. Mais de toute façon, ça ne pourra jamais s'appliquer à tous les actes traceurs, soit parce que l'indication qui amène ce geste n'est pas une indication d'ambulatoire, genre les cholécystites, les hernies étranglées, soit parce que l'intervention est trop lourde, soit tout simplement parce que le malade, lui, n'est pas éligible. Ce qui, à l'hôpital, est extrêmement fréquent, puisque les hôpitaux n'ont pas le même recrutement que d'autres établissements. Il faut donc prendre en compte cette réalité sociologique. Et il y a d'autres voies que l'ambulatoire pour dissocier l'hébergement du soin et diminuer la durée moyenne de séjour. L'ambulatoire n'est pas la seule voie de développement des hôpitaux. En conclusion, je dirais que les prises en charge des malades sont de plus en plus variées, avec un risque de complexification, qu'il faut informer les malades et les médecins de ville, et que surtout, plus la durée moyenne de séjour baisse, plus la rigueur de l'organisation est importante, ce qui fait que tous ces modes de prise en charge sont une voie d'améliorer l'organisation des hôpitaux. Je vous remercie.